À la une de l'actualité, ce soir, le plan national de développement économique et social exposé aux institutions de Bretton Woods. Paul Kabatieba, qui séjourne à Washington, mène en ce moment une offensive auprès de la Banque mondiale et du FMI. Déjà des discussions fructueuses. La Banque mondiale accorde environ 150 millions de dollars au Burkina, soit 88 milliards de francs CFA. Des détails à suivre dans ce journal. Et puis les députés UPC s'interrogent sur les réelles perspectives de relancer l'économie du Burkina. Réunis à Léo dans la Sicile, ils dénoncent la morosité qui caractérise l'économie de notre pays et s'inquiètent sur les conséquences des multiples grèves qui secouent le pays. Vous les entendrez dans ce journal. Sauf changement de dernière minute, Antonio Guterres sera le prochain secrétaire général de l'ONU. Il vient d'être plébiscité ce jeudi par le Conseil de sécurité de l'institution mondiale. Il dit à ce poste combien, et ce futur poste, il s'efforcera d'œuvrer pour servir les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le Premier ministre est à Washington pour vendre le PNDS, le Plan national de développement économique et social, auprès des institutions de Bretton Woods. Paul Kabatieba a pu rencontrer la Banque mondiale avec qui il a discuté, il a eu des discussions fructueuses. La banque accorde 150 millions de dollars, soit environ 88 milliards de francs CFA au Burkina. De ce montant, la banque octroie un appui budgétaire de 58 milliards 600 millions de francs CFA. Le point avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et Arthur Ouedraogo. Face à face, le Premier ministre Paul Kabatieba et le chef des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Pierre Laporte. Il est question du financement du développement du Burkina et les nouvelles sont bonnes. On a fait le point sur les appuis budgétaires que la banque envisage mettre à la disposition du Burkina Faso. On a un montant de 100 millions de dollars américains pour un appui budgétaire national. Il reste quelques mesures à mettre en œuvre et là on a eu l'assurance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que ces actions seraient faites. Et on a aussi un autre montant de 50 millions de dollars. Ça c'est un appui budgétaire régional qui implique certains secteurs de transport. Et c'est un programme conjoint avec la Côte d'Ivoire. Chaque pays va bénéficier de 50 millions de dollars. Et tout ça, ce montant devrait être à la disposition du pays d'ici fin décembre. L'appui budgétaire de la Banque mondiale au Burkina Faso passe donc de 80 à 100 millions de dollars pour accompagner le pays, surtout en matière d'énergie. Le Burkina Faso peut également compter sur un appui de 50 millions de dollars dans le cadre du soutien sous-régional. Un soutien destiné au secteur des transports à condition de mettre en œuvre avec rigueur le règlement 14 de l'UEMOA relatif à la lutte contre la surcharge. L'autre grand sujet de ces échanges, c'est le développement des secteurs financiers et bancaires au Burkina Faso. Nous avons expliqué donc la vision que nous avons donc sur le système bancaire et financier du Burkina Faso et les réformes que nous comptons impulser au niveau donc du secteur bancaire et financier pour permettre au secteur bancaire et financier d'apporter sa contribution au financement donc, du plan national de développement économique et social. L'autre dimension, ça concerne la question donc, de l'architecture du système bancaire et financier du Burkina Faso, notamment la création donc, de la caisse de dépôt et consignation. Il y a également, nous avons exposé notre vision, c'est la création de la banque agricole pour soutenir donc, le secteur donc, de l'élevage et puis de l'agriculture. Là aussi, nous avons échangé ce projet, également le financement de l'habitat, le financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons échangé sur tout cela. Sur toutes ces questions, Paul Kabatieba a reçu l'assurance du chef des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina quant à l'accompagnement de son institution. Un séjour américain de Paul Kabatieba qui n'est pas de tout repos. Le Premier ministre était également avec la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international. Avec Christine Lagarde, il a pu parler du PNDS. La directrice générale a marqué sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre du plan. Jean-Emmanuel Ouedraogo, Arthur Ouedraogo. Une séance de travail entre Paul Kabatieba et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, ici au siège de l'institution à Washington. Au menu, le plan national de développement économique et social
le nouveau référentiel de la marche du Burkina Faso vers son développement jusqu'en 2020. Son coût, près de 15 400 milliards de francs CFA, dont 36% attendus des partenaires. Le soutien du FMI est donc crucial. Le fonds est engagé avec le Burkina Faso pour réaliser donc son plan national de développement économique et social. Le fonds a réitéré également son engagement à faire un plaidoyer auprès des autres partenaires techniques et financiers pour qu'ils apportent également donc, le soutien au plan national de développement économique et social. C'est très important, puisque vous savez, donc, dans le partage un peu de responsabilités au sein de la communauté internationale, c'est le Fonds monétaire international qui donne son point de vue un peu sur la crédibilité des plans, des programmes de développement. À partir du moment là où le Fonds nous rassure sur son accompagnement, sur sa volonté de nous accompagner, je pense que c'est un grand succès pour le Burkina Faso. Un grand succès parce que c'est la traduction en tout cas de la pertinence et diagnostic sur l'économie nationale qui a été faite. C'est également la confirmation de la pertinence des objectifs qui sont retenus dans le cadre du plan national de développement économique et social. C'est également la reconnaissance de la pertinence, de la viabilité du cadre macroéconomique qui sous-tend le plan national de développement économique et social. Et ça, c'est une grande, je pense, une grande avancée. Visiblement, le PNDS a convaincu. Christine Lagarde s'est montrée attentive, surtout aux actions prévues en faveur de la femme. Elle s'est également intéressée à la culture du Moringa. Vous l'aurez constaté ces 3 derniers jours, la perturbation des activités dans les médias publics au Burkina. À l'appel du SYNATIC, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, une grève de 72 heures a paralysé les médias publics dans le pays. Les travailleurs réclament de meilleures conditions de vie et de travail et protestent contre l'immixtion de l'autorité dans le traitement de l'information dans les médias publics. Bouma Ernest Nebié, Moussa Ouedraogo. Les travailleurs des médias publics et du SIC ont observé une grève de 112 heures. Principale raison évoquée, la non-satisfaction de leur plateforme revendicative déposée auprès de leur ministère de tutelle, selon le SYNATIC. Une plateforme dans laquelle ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. C'est pour interpeller encore le gouvernement à prendre plus au sérieux les revendications posées par le SYNATIC. Il faut revoir les rémunérations et doter les organes de presse d'équipements modernes, adéquats, pour que le travail puisse être exercé dans les meilleures conditions, afin que le service public puisse être assuré. Nous sommes ouverts aux discussions et nous espérons qu'après ce deuxième signal très fort que nous avons donné à travers les 3 jours de grève, que le gouvernement nous rappelle avec des propositions concrètes autour de la table pour qu'on puisse sortir de la crise. 3 jours de grève marqués par une paralysie des services au SIG, à Sidouaya, à Radio Burkina et à la télévision nationale et des sit-ins devant ses principaux médias. Que ce soit à la RTB, aux éditions Sidouaya, au SIG et dans tous les démembrements des médias publics, le mouvement a été suivi presque à 100%. Et il pense que le gouvernement va se pencher sérieusement sur la résolution de ces problèmes pour nous permettre un climat de sérénité dans les médias publics et aussi pour permettre en tout cas un bon développement de façon générale et une presse de qualité au niveau donc de ces médias. Le SYNATIC dit changer le fusil d'épaule si toutefois, dans un bref délai, il n'obtient pas de propositions concrètes et satisfaisantes de la part du gouvernement. Réaction du ministre en charge de la communication à propos de ce mouvement d'humeur. Rémi Danginou reconnaît le droit de grève, mais estime que cela ne doit pas empêcher d'assurer le service minimum. On l'écoute au micro de Bouma Ernest Nebié. Et je voudrais appeler les différents acteurs du monde syndical à privilégier la discussion, mais également à privilégier le respect de l'outil de travail. Parce que, au-delà de ce que nous avons pu avoir comme discussion de point d'achoppement, il n'est pas admissible qu'un certain nombre de pratiques aient pu se produire pendant cette grève-là. Il s'agit notamment des menaces physiques, des menaces verbales à l'endroit de certains travailleurs qui ont été réquisitionnés ou qui ont décidé de venir faire le travail. Il s'agit d'atteintes directes à l'outil de travail, comme à la télévision,
le fait qu'on soit rentré prendre des disques. Je pense que le service minimum doit être un élément sur lequel nous devons être d'accord. Parce que la télévision, c'est un outil au service de tous les Burkinabés. Et il n'est pas acceptable que pour une lutte, on puisse la prendre en otage. Le centre médical de Solenzo connaît un mouvement de grève depuis le 26 septembre dernier. À l'appel du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale section des Banwa, le personnel observe un arrêt de travail. Plus de précisions avec Yves Ramba et Paul Sawadgo sur place à Dédougou. Après l'échec des négociations, la section Banwa du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale est passée à l'action avec une grève de 5 jours qui a pris fin ce vendredi pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le Shinsa Banwa exige la révision des contrats des contractuels du centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Solenzo, l'acquisition d'une automate de numérisation formule sanguine et la transparence dans la gestion des fonds du financement basés sur les résultats FBR. Ces documents sont élaborés clandestinement par le médecin chargé des activités cliniques et sont tenus au secret, sauf une partie de l'outil d'indice, notamment la partie prime des agents qui est affichée et portée à la connaissance des agents. Et lorsque nous avons demandé à voir ces documents pour analyse, c'était toute une corvée. Il a fallu des mois pour avoir des PAP, mais de faux PAP et de faux outils indices, car ne contenant aucune signature crédible et n'est pas accompagné d'une liste de présence. Nous demandons donc à partir de maintenant les vrais documents qui ont été envoyés. Face à ces allégations, le médecin-chef du district sanitaire de Solenzo dit ne pas se reconnaître. Quand on dit qu'il y a eu manque de transparence dans la gestion, en tout cas, je ne sais pas à quoi ça rime. L'élaboration de ces outils, il n'y a pas un seul outil que le MCD, moi, je me suis assis dans le bureau et puis élaboré. Voilà. Il y a une équipe qui élabore ces outils. Et cette équipe, lors d'une rencontre qui a regroupé pratiquement tout le monde, nous avons demandé comment est-ce que ça va s'élaborer. Les gens ont arrêté quelque chose et c'est ça qui marche. Cette équipe est là. Voilà. Et l'élaboration commence depuis les différentes activités qui se font. Maintenant, si on informe des gens qui ne participent pas, bon, ça c'est, est-ce que ça c'est le premier responsable qui va... Les gens s'intéressent seulement à voir leurs absences là, qu'est-ce qui leur revient, c'est ça. En aucun cas, moi je n'ai renseigné un outil seul sorti donné aux gens. Le premier responsable du district sanitaire de Solenzo dit être ouvert au dialogue. La section Banwa du Shinsa envisage d'autres formes de lutte, notamment une opération caisse vide à travers des consultations, examens, toilettes et hospitalisation gratuites à partir de lundi prochain. De son côté, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, s'interroge sur cette spirale de grève qui gagne le Burkina Faso. Le parti estime que des solutions doivent être trouvées si le Burkina Faso veut relancer son économie caractérisée par la morosité. C'était à l'occasion de l'ouverture des journées parlementaires du groupe parlementaire UPC. Explication, Nyarkiteda. Les députés du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement UPC s'arrêtent ici pour décrypter les problèmes qui gangrènent la relance économique au Burkina Faso dans un contexte post-insurrectionnel. Pour les élus du parti du chef de file de l'opposition, l'économie burkinabé est morose. Ce n'est pas seulement la morosité de l'économie, mais c'est que l'économie est complètement à plat. Elle est déglinguée, disloquée. Il faut reconstruire. Donc c'est un effort, je dirais, que tous et toutes, nous allons nous atteler. Pour y parvenir, les députés du groupe parlementaire IPC se donnent des jours pour revisiter les programmes déjà exécutés, notamment le PASS, le programme d'ajustement structurel, le CSLP, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, avant d'analyser le nouveau référentiel qui est le PNDS, le Plan national de développement économique et social. En attendant les conclusions des travaux, les élus de l'UPC pensent que l'heure est grave au Burkina avec la montée en puissance du Front social et proposent au pouvoir en place de les résoudre au lieu d'user la ruse, toute chose qui pourrait impacter négativement la relance de l'économie. Non seulement il faut apaiser le volcan du Front social pour permettre au plan de développement de se mettre en place, car toutes les revendications sociales, somme toute, ont le même dénominateur commun, qui sont le financement
et ou la justice sociale. Raison pour laquelle, à la cérémonie d'ouverture, tous les représentants des autres groupes parlementaires ont salué le thème choisi pour les 2 jours de réflexion et disent attendre beaucoup des conclusions qui seront issues de ces assises. Autre actualité dans ce journal, en 2012, le conseil municipal de la commune de Kongoussi a décidé du lotissement des secteurs 1 et 5 de la dite commune. Mais la gestion de ces lotissements fait l'objet de frustrations entre attributaires et non-attributaires de parcelles au point de créer une crise de confiance entre certaines populations et l'administration locale. Pour donc comprendre davantage le nœud du problème, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation a commandité une étude avec pour objectif de s'assurer de la conformité des opérations de lotissement aux textes en vigueur. Ce matin, c'est-à-dire ce jeudi 6 octobre, Simon Compaoré était à Kongoussi à la rencontre des différents acteurs pour faire le point de l'étude et proposer des schémas de sortie de crise. Césaire Carfo, Mukundabiri. Simon Compaoré face aux populations de la commune rurale de Kongoussi. Au cœur de la rencontre, la question des lotissements. Le ministre de l'administration territoriale veut comprendre l'origine du litige qui oppose attributaires et non attributaires de parcelles suite au lotissement intervenu dans les secteurs 1 et 5 de la commune de Kongoussi en 2012. Le dit lotissement a permis de dégager plus de 5000 parcelles, mais la gestion de ces parcelles divise. Parmi les irrégularités constatées, on a vu qu'il y en a qui ont plus, il y en a au moins 160 personnes qui ont au moins 2 parcelles et tous ne sont pas des propriétaires terriens. On a vu aussi des gens qui ont eu des parcelles sur la base d'un acte de naissance. Mais la loi n'a pas retenu l'acte de naissance comme un document à utiliser dans le cadre du lotissement. On a vu même des cartes d'identité burkinabés qui ne sont plus en vigueur, qui ont été utilisés. À en croire Sédou Zitenga, le lotissement s'est déroulé au mépris des tests en la matière. Mais pour le maire, toutes les dispositions ont été prises pour la régularité de l'opération. Daouda Zoromé dit donc ne pas comprendre la démarche des plaignants et s'en remet à la décision de l'autorité. Pour les attributions des parcelles, nous avons mis une commission en place, composée de gendarmes, de la police nationale et municipale. Mais aujourd'hui, personne ne cherche à comprendre comment cette commission a travaillé. C'est ce qui ne me plaît pas. Mais loin de vouloir faire une chasse aux sorcières, Simon Compaoré dit chercher la vérité autour de cette affaire. Le ministre de l'administration territoriale a donc décidé de la mise en place d'un comité composé d'acteurs locaux pour des solutions appropriées. Nous allons écrire noir sur blanc, parce que l'administration, ce n'est pas l'oralité. Nous allons écrire avec l'appui du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat pour que lorsque la lettre va arriver ici, les contours de cette petite structure qu'on met en place ici soient bien circonscrits et que la commission ne fasse pas autre chose que ceux pour lesquels elle a été mise en place. Cette rencontre, Simon Compaoré avait un exemple pour l'histoire. Toutefois, le ministre a invité les différents acteurs à privilégier l'esprit de tolérance pour une sortie de crise. La Banque islamique de développement s'engage à financer la continuité de la lutte contre les mutilations génitales féminines au Burkina. Une aide estimée à près de 30 milliards de francs CFA. L'annonce vient d'être faite ce matin par l'épouse du chef de l'État burkinabé qui est rentré d'un voyage d'Arabie Saoudite. Jean Zongo, Zalissa Sanfo. C'est le bilan d'une mission de 4 jours passée à Guéda, en Arabie Saoudite, à plaider pour la fin des mutilations génitales féminines partout là où elles ont lieu, que l'épouse du chef de l'État fait ici à la presse. Sika Kaboré revient satisfaite de cette rencontre du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Nous sommes allés devant la Banque islamique plaider pour le financement du programme quinquennal du CIAF. Et ça représente une valeur d'environ 50 millions de dollars. C'est-à-dire que cet argent va servir à financer les activités de tous les pays, de tous les comités nationaux membres de façon continue. Parce que jusqu'à présent, on avait des financements ponctuels et nos activités ne pouvaient pas être
continue. Au-delà des aspects financiers que nous poursuivons, il y a toute une valeur symbolique à travers le financement de la Banque islamique de développement. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui tendent à faire croire que la pratique de l'excision est liée à une religion. L'épouse du chef de l'État a été aussi faite ambassadrice de bonne volonté de ce comité, constitué de 29 pays membres et de 19 pays affiliés. La nouvelle ambassadrice s'engage à travailler pour l'accomplissement de la vision de ce comité, celle de voir une société dans laquelle les femmes et les enfants africains jouissent pleinement de leurs droits humains et libérés de toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Une fuite d'eau à l'arrondissement 3 de Ouagadougou, dans le quartier Paspanga de la capitale burkinabé, des eaux stagnantes qui polluent l'environnement et créent des désagréments aux riverains. Le spectacle subi par ces riverains depuis un moment, et selon ces populations, l'ONEA interpellé fait la sourde oreille. Constat avec Christine Koulibaly et Moussa Ouedraogo. Une zone quasi inhabitable, des flaques d'eau en bordure de la voie et même dans les cours des services. Nous sommes au quartier Paspanga à l'arrondissement numéro 3. Et cela fait belle lurette que les habitants assistent impuissants à la fuite d'eau qui est à l'origine du problème. Ils disent que bon, c'est une panne qu'ils ont au niveau du lycée Zenda Kaboré, qu'il y a la pompe là qui est gâtée là-bas. Bon, ils ne sont jamais venus voir la situation ici. Et il y a beaucoup de témoins qui peuvent témoigner. Sur la direction du Girma aussi, plusieurs fois qu'ils les ai appelés. Bon, ils ne sont jamais venus. Non, pour eux, bon, ils s'en foutent du problème, quoi. L'eau, là, vraiment, c'est de la pourriture. C'est pas de l'eau propre, c'est l'eau de WC. Ça nous a rendu tous malades ici. Et cette boue n'est que le résultat de l'accumulation des eaux. Selon les habitants, le problème date depuis des années et toutes les interpellations faites à l'ONEA n'ont jusque-là pas obtenu de réponse. On prend des comprimés ici pour pouvoir mieux vivre. Hein. Ouais, on prend des comprimés ici. C'est du paracétamol que moi je suis allé payer tout de suite parce que ça ne va pas. On a des moustiques ici, ce n'est pas des moustiques simples, des moustiques tigres, des moustiques noirs blancs. On vit mal ici. Malgré nous, c'est parce qu'on veut manger. Ce sont d'énormes quantités d'eau que l'on perd dans cette fuite d'eau. Pendant ce temps, l'eau constitue une denrée rare dans beaucoup de quartiers de Ouagadougou et dans bien d'autres régions du Burkina. En sport, dans 48 heures, les étalons débutent leur campagne pour les éliminatoires du mondial Russie 2018. Un premier face à l'Afrique du Sud. Paulo Duarte et deux de ses joueurs étaient face à la presse ce matin. Explication Konsoum Koulibaly et Lassina Sawadgo. Face à l'Afrique du Sud samedi, les étalons devront élever leur niveau de jeu et se montrer plus impliqués tant dans la conquête du ballon que dans la planification des attaques. Pour réussir, il faudra accepter les deux principes du football moderne. Et aujourd'hui, le football moderne, c'est attaquer et c'est défendre. Et le joueur qui n'est pas capable d'attaquer et défendre, un jour il va sortir. Parce que je ne peux pas attendre tous les jours que les joueurs défendent. Non, on attaque et on défend. Le football moderne, l'intensité d'aujourd'hui, c'est attaquer et défendre. Deux moments dans le football. C'est le moment quand on a la balle, on attaque. Et c'est le moment quand on n'a pas la balle, on défend. L'Afrique du Sud est une équipe joueuse. Il n'est donc pas exclu d'assister à des changements tactiques pour mieux s'adapter au jeu qui sera proposé. Je suis fidèle à mon système et j'adapte mon joueur dans le processus défensif à annuler la pièce de l'adversaire. Mais on va jouer notre match en fonction de notre système de jeu. Et à partir du moment que je rentre dans le terrain, je ne veux pas savoir plus de l'adversaire. Je donne l'information avant le match aux joueurs. On étudie l'adversaire avant le match, mais dans le match, il faut jouer. Pour ce rendez-vous avec la presse, le technicien portugais était entouré des défenseurs Steve Yago et Issoufou Dayo, deux joueurs qui lentement mais sûrement s'installent dans le 11 majeur de Duarte. C'était depuis longtemps le rêve de jouer avec Bakary Koné à l'équipe nationale. Et là, je peux dire que je suis arrivé, mais ce n'est pas encore arrivé. On se comprend de mieux en mieux dans les matchs. Et je pense que c'est un corps à moi, il me donne beaucoup de conseils. Et la preuve en est qu'on est dans la même chambre et on parle des matchs souvent. Si l'adversaire est physique, on a les armes pour répondre. Après, faut savoir que nous aussi, on a des joueurs physiques et pour répondre à des duels.
Et de toute façon, le match, comme on l'a dit, il est à domicile. On se doit de tout mettre en œuvre pour répondre à toute arme de l'adversaire. Un bon départ samedi donnerait plus de perspectives dans la conquête du ticket pour ici 2018. Dans l'actualité ce soir, Antonio Guterres sera le prochain secrétaire général de l'ONU. Il vient d'être désigné ce jeudi par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour succéder à Ban Ki-moon. Après cette approbation du Conseil, le reste est une question de formalité devant l'Assemblée nationale de l'ONU. Les parutions de ce jour, 6 octobre, ont titré sur divers sujets d'actualité. Les différents sittings, grèves et marches des travailleurs du public, la liberté provisoire accordée à certains détenus pour une possible implication dans le coup d'État manqué de septembre 2015. C'est la une de la revue de presse signée Evelyne Dabiré. C'est la saison des sittings, c'est même la haute saison, rapporte l'observateur Palga qui fait allusion aux différents mouvements d'humeur des travailleurs au Burkina. Le pays rappelle quelques-uns de ces mouvements. Mi-avril, les gardes de la sécurité pénitentiaire ont observé un arrêt de travail suivi par les travailleurs des boulangeries en juin. En septembre, plusieurs autres, dont les travailleurs des médias publics. L'Express du Faso justifie tous ces mouvements par un ras-le-bol général après des années de frustration. Ce journal appelle l'État à faire des efforts et affirme que les grévistes savent très bien que l'État est incapable de satisfaire tous les points inscrits dans les plateformes revendicatives. Comme solution, la nécessité de trouver un modus vivendi propose l'Express du Faso qui conclut à ce sujet « Roch n'a qu'à dire ce qu'il peut faire et que chacun se taise maintenant ». Autre sujet d'actualité, la liberté provisoire accordée à 3 personnalités inculpées dans le cadre de l'enquête sur la tentative du coup d'État du 16 septembre 2015. Si pour aujourd'hui au Faso, les raisons de cette mise en liberté provisoire n'ont pas encore été élucidées, le journal Le Quotidien, lui, évoque des raisons de santé. Herman Yamogo avait perdu l'usage d'un œil au mois de septembre dernier. Bourema Kéré a été admis dans une clinique pour recevoir des soins. Et, 3e personnalité en liberté provisoire, le colonel Mamadi Deka. Dans ses colonnes, l'observateur Palga présente les 3 personnalités et annonce qu'il pourrait y avoir une autre vague de libération même aujourd'hui. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.